l'ombre, la lumière et le chemin vers soi. Bienvenue sur l'Esprit de Jung. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur eux-mêmes, quelque chose que la société a soigneusement effacé, à force de normes, d'attentes et de conformité. Et si ce que tu croyais être ton plus grand défaut était en réalité ta force la plus rare? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a passé sa vie entière à étudier ce que signifie devenir vraiment soi-même. Il a découvert que certaines personnes possèdent une forme de conscience que la majorité ne développe jamais. Ces personnes se reconnaissent à des signes très précis, et aujourd'hui nous allons explorer 9 de ces signes, dont un que presque personne n'évoque jamais. Mais ce qui rend cette exploration différente, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à la théorie. Parce que comprendre qui tu es sans savoir quoi faire de cette connaissance, c'est comme avoir une boussole sans jamais bouger. Alors, reste jusqu'au bout, parce que chaque signe que tu vas entendre va déposer quelque chose en toi, et ce quelque chose pourrait bien changer la direction de ta vie. Tu as peu être déjà ressenti cette impression étrange d'être décalé, pas cassé, pas faux, juste différent, d'une façon que tu n'arrives pas à expliquer. Ces sentiments, à un nom, et Jung a consacré toute une vie de recherche à le comprendre. Alors, commençons. Premier signe. Tu ressens les émotions là où les autres les gèrent. Jung avait un terme pour cela, les complexes à tonalité affective. Ce sont des vagues émotionnelles profondes qui traversent tout ton être, pas juste ta surface. Quand tu es touché par quelque chose, tu l'es vraiment. Quand tu aimes avec une intensité que beaucoup ne comprennent pas. La société appelle ça de la fragilité. Jung appelait ça de la profondeur. Et il y a une différence immense entre les deux. La profondeur te permet de percevoir ce que les autres ignorent. La tension dans une pièce, la tristesse derrière un sourire, le non-dit dans une conversation banale. Ce n'est pas de la surinterprétation, c'est de la précision émotionnelle. Et cette précision, bien utilisée, devient un outil de connexion humaine extraordinaire. Arrête-toi un instant. Respire, expire. Est-ce que tu te reconnais là? Il y avait une architecte, 47 ans, qui travaillait depuis 20 ans dans un cabinet réputé de Lyon. Sa vie ressemblait exactement à ce qu'elle était censée être. Un poste stable, une belle réputation, une famille équilibrée. De l'extérieur, tout était en ordre. Mais, chaque dimanche soir, quelque chose se contractait dans sa poitrine. Pas de l'angoisse ordinaire, quelque chose de plus profond, comme une main invisible qui serrait doucement, mais fermement. Pendant 3 ans, elle avait ignoré ce signal. Elle avait appris, comme beaucoup d'entre nous l'apprennent, à fonctionner malgré le malaise, à sourire dans les réunions quand une partie d'elle voulait hurler que quelque chose ne sonnait pas juste. Elle lisait les émotions des autres avec une précision déconcertante. Elle sentait quand un projet allait échouer avant même que les chiffres le confirment. Elle percevait les tensions, non dites entre collègues, longtemps avant qu'elles n'éclatent. Mais cette même sensibilité, elle refusait de l'appliquer à elle-même. Un soir d'octobre,
Après une réunion où elle avait une fois de plus tu ce qu'elle pensait vraiment, elle s'est arrêtée dans son bureau vide. Elle a posé la main sur sa poitrine. Et, pour la première fois depuis des années, elle a demandé à voix basse « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» La réponse n'est pas venue sous forme de mots. Elle est venue sous forme d'une certitude physique, une clarté qui montait depuis le ventre. Ce n'est plus l'endroit où je dois être. Elle n'a pas tout quitté du jour au lendemain, mais quelque chose s'était déplacé en elle, irréversiblement. 6 mois plus tard, elle avait commencé à travailler sur des projets d'architecture sociale, des espaces conçus pour des communautés vulnérables. La contraction du dimanche soir disparut. Ce que son corps savait bien avant que son esprit l'accepte, c'est que la précision émotionnelle n'est pas un handicap. C'est une forme de navigation intérieure. Mais seulement si tu acceptes de l'écouter aussi quand elle parle de toi. Deuxième signe, tu ne peux pas t'empêcher de questionner. Pas pour être difficile, pas pour créer des conflits, mais parce que quelque chose en toi refuse de vivre une vie non examinée. Jung appelait ça la fonction pensante différenciée, la capacité de creuser sous les apparences pour trouver ce qui est réellement vrai. Les gens qui ne questionnent pas vivent dans le confort de l'illusion. Toi, tu vis dans l'inconfort de la lucidité. Et cet inconfort, même s'il te coûte parfois des relations ou des opportunités, c'est ce qui te maintient en accord avec toi-même. C'est aussi ce qui te donne cette capacité singulière à sentir où les choses vont, avant même que les autres le voient. Pense à la dernière fois où tu as posé une question que personne autour de toi n'osait poser. Ne l'analyse pas. Souviens-toi juste du moment. Il y a quelque chose de particulièrement courageux dans ce refus de l'illusion. Socrate avait dit que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Chung, Louis, allait plus loin. Il affirmait que l'examen de soi n'est pas un exercice intellectuel. C'est un acte de survie psychique. Quand tu questionnes, tu ne cherches pas à troubler l'ordre des choses. Tu cherches à rester vivant à l'intérieur d'une vie qui, sans cette friction, deviendrait une simple mécanique répétitive. Troisième signe, ton indépendance n'est pas une posture, c'est une forme de survie. Tu ne t'es pas construit seul par choix romantique. Tu t'es construit seul parce que tu as appris, souvent douloureusement, que dépendre des autres pour ton identité est un terrain mouvant. Jung appelait ce processus l'individuation précoce. Tu as fait un travail intérieur que beaucoup ne feront jamais, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que la vie t'y a poussé. Et aujourd'hui, cela signifie que tu choisis tes relations plutôt que d'en avoir besoin pour exister. C'est une forme de liberté rare. Elle a un prix, mais elle a aussi une valeur que l'argent ne peut pas acheter. Quelque chose change ici, parce que comprendre l'indépendance intellectuellement ne suffit pas. Tu dois la sentir dans le corps, et cela demande de ralentir. L'individuation précoce est souvent le fruit d'une blessure, une enfance où les adultes n'étaient pas suffisamment présents, un environnement où tu as appris très tôt que montrer ta vulnérabilité était dangereux, ou simplement une sensibilité si prononcée que le monde extérieur semblait trop bruyant, trop peu fiable, trop approximatif pour contenir
ce que tu portais à l'intérieur. Jung n'idéalisait pas l'autonomie. Il savait qu'elle a souvent un revers. La difficulté à laisser entrer les autres vraiment. La tendance à tout gérer seul même quand l'aide serait là. La méfiance profonde envers ceux qui s'approchent trop. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Mais à un moment de la vie, Jung invitait ses patients à poser une question fondamentale. Est-ce que cette armure me protège encore ou est-ce qu'elle m'emprisonne maintenant? Maintenant, faisons une pause ensemble. Pose ta main sur ton sternum. Laisse-la reposer là, sans pression. Prends une inspiration lente. Retiens doucement jusqu'à 3, puis expire entièrement. Pense maintenant à une relation dans ta vie, une seule, où tu te retiens encore d'être pleinement toi-même. Ne cherche pas d'explication, n'aie yoga pass. Remarque seulement ce qui se passe dans ton corps quand cette relation traverse ton esprit. Chaleur ou contraction, légèreté ou poids, ouverture ou fermeture. Ton corps sait déjà. Ton travail, pour l'instant, est simplement d'écouter sans décider. 3 respirations lentes encore. Quand tu es prêt, reviens. Jusqu'ici, nous avons exploré comment certaines personnes vivent l'émotion comme une intelligence plutôt que comme un désordre. Dans la vie quotidienne, cela apparaît souvent dans ces moments où tu ressens quelque chose dans une pièce que personne d'autre ne semble percevoir et où tu te demandes si tu exagères ou si les autres sont simplement moins attentifs. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Que se passe-t-il quand cette sensibilité se retourne contre toi-même? 4e signe. Ton intuition capte ce que les mots ne produisent pas. Jung a consacré une grande partie de son œuvre à l'intuition, qu'il définissait comme une perception par l'inconscient. Ton système nerveux traite des informations subtiles que la plupart des gens filtrent automatiquement. Tu sens les intentions derrière les discours. Tu perçois les dynamiques avant qu'elles se cristallisent. Tu sais souvent ce qui va se passer avant que ça arrive. Le danger, c'est que cette sensibilité capte tout, le bon et le toxique. Et si tu n'apprends pas à la protéger, elle est vide. L'outil pratique ici est simple. Tiens un journal d'intuition pendant 30 jours. Chaque soir, note ce que tu as senti avant que les événements ne se déroulent. Écris ce que tu percevais dans une conversation, ce que tu pressentais d'une situation, ce que quelque chose en toi murmurait avant que la réalité te le confirme. Au bout de 30 jours, release. Tu vas découvrir un taux de précision qui va te surprendre. Et cette découverte va t'apprendre quelque chose de précieux. Faire confiance à cette voix intérieure au lieu de la minimiser. 5e signe. Tu cherches du sens là où les autres cherchent du confort. Pour toi, une vie sans profondeur n'est pas une vie. C'est une performance. Jung disait que lorsqu'on ignore sa vraie nature, le psychisme proteste toujours. Ce malaise que tu ressens dans les conversations superficielles, ce vide après des soirées bruyantes, cette fatigue après avoir joué un rôle qui n'est pas le tien. Tout cela, ce sont des signaux. Ton psychisme te dit
reviens à toi-même. L'outil pratique ici, c'est de te poser une seule question chaque matin. Une question que Jung posait à ses patients. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui sert ma vraie vie ou la vie que les autres attendent de moi? Écoute ça. La plupart des gens ne font pas la différence. Ils croient que la vie qu'ils vivent est la leur. Mais le psychisme, l'OI, ne se laisse pas tromper si longtemps. Il signale, il résiste, il proteste. Et si personne n'entend ces signaux, il finit par crier. C'est ce que Jung appelait la névrose. Non pas une maladie, mais une protestation légitime de l'âme contre une vie qui ne lui ressemble pas. Il y avait un médecin, 52 ans, spécialiste en cardiologie dans un grand hôpital universitaire de Bordeaux. Son agenda était une forteresse. 20 ans de carrière, des reconnaissances, des publications, des responsabilités. Sa famille était fière. Ses collègues le respectaient. Et lui, il se réveillait à 3 heures du matin avec une question qu'il ne posait à personne. Est-ce que je vis encore? Ou est-ce que j'exécute? Il avait choisi la médecine pour le contact humain, pour être présent dans les moments où la vie bascule. Mais au fil des années, les protocoles avaient remplacé les conversations. Les tableaux de bord avaient remplacé les regards. Il soignait des cœurs. Mais personne ne lui avait demandé depuis longtemps ce que le sien ressentait. Un soir, après une longue garde, il a croisé dans le couloir une patiente âgée qui pleurait seule. Il s'est arrêté. Il est resté là. Il ne lui a rien dit de particulier. Il a juste été présent. Et quelque chose en lui s'est rouvert, comme une fenêtre longtemps condamnée. Il a senti dans sa poitrine une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il n'a pas changé de carrière, mais il a changé de posture. Il a commencé à allouer chaque semaine du temps non protocolaire, du temps juste pour être présent avec ses patients. 6 mois plus tard, les réveils nocturnes avaient disparu. La question de 3 heures du matin avait trouvé sa réponse, non pas dans un changement radical, mais dans un réalignement de l'intérieur. Ce que son cas révèle, c'est que le sens ne se trouve pas dans un autre lieu. Il se trouve dans la qualité de présence qu'on apporte à ce qu'on fait déjà. Et, parfois, il suffit d'un couloir, d'une pause, d'un regard pour que tout se réoriente. 6e signe. Les gens se sentent différents autour de toi. Ils parlent de choses dont ils ne parlent jamais ailleurs. Ils se confient, ils se détendent, ils se retrouvent. Jung appelait cela la capacité de créer un espace psychologique de sécurité. C'est un don rare. Et c'est aussi un piège. Parce que si tu donnes cette présence à tout le monde sans discernement, tout est vitesse. L'outil pratique ici, c'est ce que Jung appelait le cercle intérieur. Visualise un espace autour de ton cœur. Pose-toi cette question avant chaque interaction importante. Est-ce que cette personne mérite d'entrer dans cet espace? Non par jugement, mais par respect de ton énergie. Parce que ta présence est précieuse, et ce qui est précieux mérite d'être protégé. Maintenant, quelque chose se déplace, parce que comprendre cela sur le plan intellectuel ne suffit pas. Tu dois le ressentir dans le corps, et cela demande de ralentir. Il, en toi, peut être
une partie qui résiste à l'idée de protéger ton énergie, une partie qui croit que refuser d'être disponible pour tout le monde, c'est être égoïste. Jung aurait dit le contraire. Il aurait dit que quelqu'un qui ne sait pas protéger son énergie ne peut pas vraiment offrir de présence authentique. Il offre du vide, habillé en disponibilité. Et tôt ou tard, ce vide se retourne en ressentiment, en fatigue, en fermeture. 7e signe. Ta solitude est créatrice, non pas vide. Il y a une différence fondamentale entre la solitude choisie et l'isolement subi. La solitude choisie, celle que tu connais peu, être intimement, est un espace de ressourcement. C'est là que tu te recharges, que tu intègres, que tu crées. Jung lui-même avait besoin de longues périodes de retrait pour que ses idées les plus profondes émergent. Sa tour de Bollinge, cette maison qu'il construisit de ses propres mains au bord du lac de Zurich, était le sanctuaire de son processus créateur. Mais la société moderne a un problème avec la solitude. Elle l'assimile à l'échec social, comme si le besoin d'être seul était une défaillance relationnelle. Alors tu as peu, être appris à te justifier, à expliquer pourquoi tu as besoin de temps seul, à minimiser ce besoin devant les autres. Mais ce que Jung savait, c'est que sans ces périodes de retrait, la vie intérieure s'appauvrit. Et une vie intérieure appauvrie produit une existence de surface, quelle que soit son agitation extérieure. Ta solitude n'est pas un problème à résoudre, c'est une ressource à honorer. Jusqu'ici, nous avons exploré comment ces traits rares façonnent une relation particulière à soi-même et aux autres. Dans la vie réelle, cela se manifeste souvent quand tu préfères une conversation profonde, en tête à une soirée de 30 personnes, et où tu reviens de cette soirée plus épuisé que tu n'y es entré. Mais il y a quelque chose de plus subtil dont nous n'avons pas encore parlé. Que faire de cette conscience quand elle devient un fardeau plutôt qu'un don? Maintenant, une pratique ensemble. Assieds-toi confortablement. Laisse tes épaules descendre. Prends une longue inspiration par le nez. Retiens jusqu'à 4 et expire lentement par la bouche. Pense maintenant à quelque chose que tu portes seul depuis trop longtemps. Une tension, une question, une décision. Ne cherche pas de solution. Remarque seulement où tu la sens dans ton corps. Poitrine, gorge, abdomen, épaules. Maintenant, dis à cette zone, en silence, et t'entends. Je ne te demande pas de disparaître. Je te demande juste de parler. Reste dans ce silence quelques instants. Laisse quelque chose remonter, même si ce n'est qu'une sensation vague, même si ce n'est qu'un mot. 3 respirations lentes. Quand tu te sens prêt, reviens doucement. 8e signe. Tu sens un appel que tu n'arrives pas encore à nommer. Il y a en toi quelque chose qui cherche une direction plus grande. Pas la gloire, pas la reconnaissance. Quelque chose qui compte vraiment, dans un sens que les mots ordinaires ne saisissent pas tout à fait. Jung appelait cela la fonction transcendante, le mouvement naturel du psychisme vers l'intégration et le sens. Ce n'est pas de l'ambition ordinaire,
C'est une forme de vocation intérieure. Et la différence entre quelqu'un qui répond à cet appel et quelqu'un qui l'ignore, ce n'est pas le talent, c'est le courage de lui faire confiance. L'outil pratique ici, c'est le journal de synchronicité. Chaque fois que quelque chose attire ton attention de façon répétée, Onmot, une image, un thème, une rencontre, Notle. Jung croyait que ces répétitions sont des messages de l'inconscient. Avec le temps, un motif émerge, et ce motif te montre la direction que tu cherches, celle que tu ne peux pas trouver en cherchant directement, mais seulement en acceptant d'observer ce qui revient. Il y avait une traductrice, 59 ans, qui avait travaillé pendant 30 ans à rendre les mots des autres dans d'autres langues. Un métier d'invisibilité choisi, disait-elle. Elle aimait son travail. Mais depuis quelques années, une insatisfaction subtile s'était installée. Pas de l'amertume, plutôt une sensation d'inachèvement, comme si une partie d'elle attendait depuis longtemps quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle avait commencé, presque malgré elle, à noter dans un carnet des fragments, des phrases qui revenaient, des images qui se répétaient dans ses rêves, des conversations qui la traversaient longtemps après qu'elles avaient eu lieu. Elle avait noté que l'idée de transmission revenait constamment. Transmettre quoi? Elle ne le savait pas encore. Un soir, en relisant ses notes, elle a vu le motif. Toutes les répétitions pointaient dans la même direction. Elle voulait enseigner. Elle voulait enseigner. Non pas dans une salle de classe ordinaire, mais transmettre l'art de la langue, l'art de trouver le mot juste, à des gens qui en avaient besoin pour reconstituer leur histoire. Elle a commencé par de petits ateliers, puis par un programme pour des réfugiés qui apprenaient le français. Et quelque chose s'est mis à briller en elle qu'elle n'avait jamais perçu aussi clairement auparavant. Ce que son journal de synchronicité lui avait révélé, c'est que la vocation n'arrive pas toujours comme une révélation soudaine. Parfois, elle murmure, pendant des années, en répétition douce, en motifs presque invisibles. Et c'est seulement quand on prend la peine de les noter, de les relire, de les relier, qu'ils prennent leur véritable sens. 9e signe. Et Celuici. Presque personne n'en parle. Tu vis dans une tension permanente entre deux mondes. Le monde de l'intérieur, riche, complexe, presque trop vivant, et le monde de l'extérieur, souvent trop rapide, trop superficiel, trop peu. Et cette tension, au lieu de te briser, elle te forque. Jung appelait cela la fonction transcendante, mais dans sa dimension la plus concrète. C'est la capacité de tenir deux réalités opposées en même temps, sans se fracasser entre les deux. Tu peux être fort et vulnérable, solitaire et profondément connecté, lucide et encore capable de rêver. Cette capacité à tenir les paradoxes sans les résoudre de force, c'est l'un des signes les plus rares de maturité psychologique. La plupart des gens choisissent un camp, la raison ou le cœur, la logique ou l'intuition, la solitude ou la connexion. Toi, tu refuses de choisir parce que tu sais que la vérité vit dans l'espace entre les deux. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. L'outil pratique ici s'appelle la pratique du dialogue intérieur. Jung l'utilisait avec ses patients. Le principe est simple.
Quand tu ressens une tension interne forte, au lieu de la fuir ou de la trancher, tu l'écris. Tu donnes une voix aux deux côtés. Tu laisses la partie rationnelle parler, puis tu laisses la partie intuitive répondre, sans jugement, hey, sans chercher à avoir raison, juste en laissant les deux exister. Ce processus, pratiqué régulièrement, développe ce que Jung appelait l'axe moi-soi, la connexion entre ta conscience de surface et les couches profondes de ton être. Et quand cet axe est solide, tu ne te laisses plus emporter par les tempêtes extérieures. Tu restes ancré dans ce que tu es vraiment. Arrête-toi un instant. Respire. C'est ça. Voilà ce que Jung avait compris mieux que quiconque. Les personnalités rares ne souffrent pas parce qu'elles sont trop sensibles, trop intenses, trop compliquées. Elles souffrent parce qu'elles n'ont pas encore les outils pour transformer cette intensité en force. La sensibilité sans cadre devient de l'anxiété. L'intuition sans protection devient de l'épuisement. La profondeur sans direction devient de l'isolement. Mais, avec les bons outils, tout change. La sensibilité devient de la précision émotionnelle. L'intuition devient un radar de vérité. La profondeur devient une source de création et de connexion. Tu n'es pas trop. Tu es simplement encore en train d'apprendre à te porter. Et cette différence entre se subir et se choisir, c'est exactement ce que Jung appelait le privilège d'une vie. Devenir qui tu es vraiment. Pas la version que les autres attendent. Pas la version que la peur a construite. La version entière, complexe, vivante, que tu portes en toi depuis le début. Alors si tu t'es reconnu dans ces 9 signes, même partiellement, sache que ce n'est pas un hasard. Jung croyait que la reconnaissance est déjà une forme d'éveil, que voir en soi ces traits, c'est déjà commencer à les intégrer. Tu n'as pas à tout comprendre aujourd'hui, tu n'as pas à tout réparer, tout aligner, tout résoudre. Tu as juste à faire le prochain petit pas vers toi-même. Et ce pas, aussi petit soit-il, change tout. Parce que, comme disait Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et toi, tu es déjà en train de t'éveiller. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, c'est que tu veux vraiment avancer et devenir la meilleure version de toi-même. Je te félicite et t'encourage vivement à travailler sur toi-même en utilisant les outils et autres pistes de réflexion déjà citées dans cette vidéo. Applique-toi et sache que tu es ton meilleur investissement. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.